un point de fer et un régime de plomb, 40 années de règne du roi Hassan II ne furent pas une simple période monarchique ordinaire, mais plutôt un chapitre central dans la formation du Maroc moderne. Un chapitre où le pouvoir s'est mêlé à la répression, la ruse à la brutalité et la vision politique à de graves violations des droits humains. Entre les murs du palais royal et les couloirs des prisons secrètes, entre les discours solennels et les politiques de fer, Hassan II a dessiné les contours de son royaume avec un style unique et controversé. Il n'était pas seulement un roi monté sur le trône en 1961, mais un dirigeant qui a transformé le Maroc en un véritable laboratoire d'équilibre, entre monarchie absolue et tentative d'ouverture, entre le rêve d'un État moderne et le cauchemar de la répression politique. Son règne fut surnommé les années de plomb, marqué par des coups d'État, des disparitions forcées, des prisons telles que le tristement célèbre Tazmamart et des conflits aussi bien internes qu'externes. Pourtant, son nom reste gravé dans la mémoire des Marocains. Certains le voient comme le bâtisseur de l'État, d'autres comme le responsable de blessures qui ne se sont jamais refermées. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de cette époque et dévoilerons comment Hassan II a gouverné d'une main de fer et pourquoi son règne reste, encore aujourd'hui, au centre de toutes les controverses. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de soutenir notre travail en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer. Hassan II est né le 9 juillet 1929 à Rabat, au sein de la dynastie alaouite, qui régnait sur le Maroc depuis des générations. Il est le fils aîné du roi Mohamed V et de Lalla Abla. Élevé dans un environnement royal riche en traditions, il a bénéficié d'une éducation royale complète, alliant enseignement religieux et moderne. Il a commencé sa scolarité au palais royal, où il a entamé l'apprentissage du Coran dès 1934, ce qui a constitué un pilier fondamental dans la construction de son identité religieuse et culturelle. Par la suite, Hassan II a rejoint l'école royale Moulay Youssef à Rabat, un établissement d'élite destiné à former les enfants des familles royales et de la noblesse marocaine. Il y a reçu une éducation approfondie, incluant les langues, les sciences humaines et le droit, ce qui a contribué à affiner sa personnalité et à élargir ses horizons intellectuels. En 1948, il part en France pour poursuivre ses études supérieures à l'Université de Bordeaux, où il se spécialise en droit et obtient un diplôme d'études supérieures en 1951. Doté d'une intelligence politique précoce et d'une rare perspicacité, Hassan II s'est illustré très jeune par sa participation à des événements politiques majeurs, notamment sa présence lors de la célèbre rencontre historique qui réunit son père, le sultan Mohamed V, avec le président américain Franklin Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill à Casablanca en 1943. Cette rencontre diplomatique, loin d'être anodine, a profondément marqué sa conscience politique et a posé les bases de sa compréhension des relations internationales et des questions de souveraineté nationale. Par ailleurs, Hassan II a joué un rôle actif dans les négociations pour l'indépendance du Maroc en 1956, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience politique et diplomatique concrète. Il s'est vu confier des postes militaires de haut rang, notamment celui de commandant en chef des forces armées royales et chef d'état-major, avant d'être nommé ministre de la Défense en 1960. Ses responsabilités ont renforcé sa position au sein de l'État et lui ont permis d'acquérir une vaste expérience politique et militaire qui l'a préparé à accéder au trône avec une compétence affirmée. Après le décès de son père, le roi Mohamed V, le 26 février 1961, Hassan II monte sur le trône du Maroc, inaugurant un règne qui durera près de 4 décennies, marqué par de profondes transformations et des événements décisifs ayant influencé durablement le cours du pays. Désigné officiellement prince héritier dès 1957, Hassan II possédait déjà une solide formation politique grâce à sa participation précoce aux luttes pour l'indépendance et à son expérience directe face au colonialisme.
ainsi qu'à son exposition aux enjeux internationaux, ce qui lui a permis de développer une vision large et équilibrée qui influencera sa manière de gouverner. Dès le début de son règne, le Maroc se retrouve plongé dans des tensions politiques internes, dans un paysage instable où s'affrontent diverses forces politiques et intellectuelles, en plus de défis extérieurs liés aux bouleversements régionaux et internationaux en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Son accession au pouvoir coïncide avec la période tendue de la guerre froide, dont les répercussions se font sentir sur l'orientation politique du Maroc et sa sécurité nationale. Sur le plan constitutionnel, le règne d'Hassan II est marqué par une série de réformes et de constitutions visant à organiser la vie politique et à définir les pouvoirs dans le cadre du régime monarchique. Cela commence par la promulgation de la Constitution de 1962, qui jette les bases juridiques du système politique marocain post-indépendance. Puis vient l'amendement constitutionnel de 1970, dans un contexte de tensions croissantes, notamment après les tentatives de coup d'État contre le roi au début des années 1970. Un nouveau changement constitutionnel intervient en 1972, renforçant les prérogatives royales et préparant le terrain pour faire face aux crises politiques. Dans les années 1990, sous la pression croissante pour des réformes internes et régionales, Hassan II engage de profondes révisions constitutionnelles en 1992 et 1996, visant à élargir les pouvoirs du Parlement et à promouvoir le principe de démocratie participative. Ces réformes débouchent sur la promulgation d'une nouvelle constitution en 1997, marquée par le renforcement des institutions et l'établissement de principes de participation politique. Cette phase historique culmine avec la formation du gouvernement d'alternance en 1998, marquant la première participation officielle de l'opposition au pouvoir depuis l'indépendance, sous la direction d'Abderrahmane Youssoufy. Ce tournant symbolise une volonté royale de favoriser la réconciliation nationale et d'impliquer toutes les forces politiques dans la gestion des affaires du pays, ce qui a permis d'atténuer les tensions et d'ouvrir la voie à un dialogue plus large. Cependant, le règne d'Hassan II reste aussi marqué par une forte orientation sécuritaire. L'État adopte une posture répressive envers l'opposition, particulièrement durant les années 1960 à 1980, période qui voit des violations des droits de l'homme et des restrictions aux libertés politiques. Ces années, connues dans la mémoire collective comme l'ère sécuritaire, se caractérisent par des politiques de contrôle strictes et d'efforts intenses pour préserver la stabilité du régime monarchique dans un climat politique hautement instable. Pendant le règne du roi Hassan II, le royaume du Maroc a fait face à de graves menaces sécuritaires, incarnées par plusieurs tentatives de coup d'État qui ont failli ébranler la stabilité du pays et remettre en cause le régime monarchique. La plus marquante de ces tentatives fut le coup d'État de Skirat en 1971, mené par environ 1400 soldats armés durant la fête d'anniversaire du roi au palais de Skirat, près de Rabat. Cette opération visait directement le cœur du pouvoir royal et s'est soldée par des centaines de morts et de blessés parmi les gardes royaux et les civils, dans l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire contemporaine du Maroc. Malgré l'ampleur de l'attaque et la violence qu'elle a engendrée, le roi Hassan II est parvenu à échapper à l'assaut grâce à sa vivacité d'esprit et à la réactivité des forces loyales, qui ont réussi à écraser les assaillants et à mettre fin à la tentative dès ses premières heures. Cet épisode a renforcé son image de chef ferme et résolu, capable de faire face aux menaces contre la sécurité nationale. L'année suivante, en 1972, le roi est visé par une autre tentative d'assassinat, lorsque son avion, de retour de France, est attaqué par des chasseurs F-5 alors qu'il s'approchait de l'aéroport de Rabat-Salé. Malgré les bombardements intenses sur la zone de l'aéroport, l'avion royal a réussi à atterrir en toute sécurité, témoignant du haut niveau de préparation et d'organisation sécuritaire entourant les déplacements du souverain. Ces événements ont mis en lumière la fragilité de la situation sécuritaire à cette époque et révélé l'ampleur des défis auxquels le pouvoir devait faire face. Des défis qui ne provenaient
pas uniquement de l'intérieur, mais aussi d'un contexte régional et international particulièrement tendu. Sur le plan de la sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Driss Basri, a joué un rôle central dans le contrôle de la scène politique et sécuritaire. Il a été accusé d'avoir utilisé des moyens répressifs et des dispositifs sécuritaires stricts pour contenir l'opposition politique, en particulier les mouvements de gauche. Ces pratiques ont suscité une large controverse quant au respect des droits humains et des libertés fondamentales durant cette période. Driss Basri était reconnu pour son autorité implacable et sa mainmise sur l'appareil sécuritaire, ce qui a permis à l'État de maintenir un contrôle rigoureux sur le paysage politique. Cependant, il a également été vivement critiqué par des ONG et des figures politiques pour les politiques de répression qu'il a appliquées. La question nationale du Sahara occidental constitue l'un des tournants majeurs de l'histoire contemporaine du Maroc. L'organisation de la Marche verte en novembre 1975 fut l'une des initiatives politiques les plus emblématiques menées par le roi Hassan II pour réaffirmer la souveraineté marocaine sur ce territoire, alors encore sous contrôle espagnol, ce qui représentait un défi de taille à l'époque. La Marche verte ne fut pas simplement une manœuvre politique, mais un acte symbolique profondément pacifique et patriotique, dans lequel plus de 350 000 Marocains, issus de toutes les classes sociales et tranches d'âge, ont participé en portant le Coran et des armes blanches comme signe de paix et de recours à la foi plutôt qu'à la violence. Cette mobilisation populaire massive, conjuguée à une direction politique ferme et organisée dirigée personnellement par le roi, a permis d'atteindre l'objectif national par des moyens pacifiques et efficaces. Elle a abouti à la récupération de la majeure partie du territoire saharien, renforçant ainsi la position intérieure du royaume et rehaussant sa stature régionale et internationale. Cependant, ce succès n'a pas été sans conséquences politiques. La marche a suscité une opposition farouche de certains pays voisins, notamment l'Algérie, qui a soutenu le Front Polisario, un mouvement séparatiste réclamant l'indépendance du Sahara occidental, ce qui a conduit à une escalade du conflit régional. Depuis, ce différend a engendré des tensions persistantes dans la région et est devenu l'un des principaux enjeux géopolitiques au Maghreb, impactant directement les relations entre le Maroc et ses voisins. Encore aujourd'hui, le dossier du Sahara reste un axe central et sensible de la politique marocaine et régionale. Le roi Hassan II fut une figure diplomatique de premier plan, jouant un rôle central dans l'élaboration de la politique étrangère du Maroc et dans le renforcement de sa position sur la scène internationale. Dès le début de son règne, il s'est attaché à bâtir des relations solides et stratégiques avec les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis, deux piliers de l'ordre international à l'époque. Ces relations ont couvert plusieurs domaines – politiques, culturels et sécuritaires, et ont permis au Maroc de consolider son influence tout en préservant ses intérêts nationaux face aux mutations mondiales rapides. Parallèlement, Hassan II a joué un rôle clé dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine, en œuvrant à renforcer la coopération entre les États africains et à défendre les intérêts du continent sur les scènes internationales, ce qui a contribué à accroître le respect et le prestige du Maroc au sein de l'Afrique. Dans le cadre du soutien aux causes arabes et islamiques, il a également présidé le comité Al-Quds, Jérusalem, confirmant ainsi l'engagement du Maroc envers la cause palestinienne et les enjeux stratégiques du monde arabo-musulman. Ce rôle à la fois symbolique et actif a renforcé la position morale du royaume dans la défense des grandes causes régionales. La politique étrangère de Hassan II se distinguait aussi par son équilibre et sa flexibilité. Il a soigneusement évité l'alignement total sur un quelconque bloc international, privilégiant une approche multidimensionnelle, consolidant à la fois ses liens avec l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. En tirant parti de la position géographique du Maroc comme pont entre les continents, le roi a su construire une image de médiateur fiable et de partenaire stratégique, capable de naviguer dans un environnement géopolitique complexe et changeant. Cette stratégie équilibrée lui a permis de maintenir les intérêts du royaume tout en assurant une présence marocaine active sur les plans régional et international.
Le roi Hassan II n'était pas seulement un homme de politique et de pouvoir, mais aussi un homme dont la vie familiale occupait une place centrale dans son existence personnelle. Il avait épousé la princesse Lala Latifa bint el-Hassan, connue parmi le peuple pour sa grande modestie et son profond engagement à éduquer ses enfants selon des valeurs et des principes conservateurs, profondément enracinés dans le patrimoine et les traditions marocaines authentiques. La princesse Latifa tenait à offrir un environnement familial stable, chaleureux et harmonieux, caractérisé par une éducation stricte, permettant de maintenir le lien de la famille royale avec les principes d'authenticité et de modération. De cette union naquirent 5 enfants, dont le prince Mohammed VI, devenu l'héritier légitime du trône après le décès de son père, Hassan II, en 1999. Sous le règne de Hassan II, la famille royale a bénéficié d'une éducation équilibrée, alliant les traditions royales ancestrales aux exigences de la modernité, ce qui a permis de préparer les générations futures à assumer leurs responsabilités avec confiance et sagesse. Le roi Hassan II est décédé le 23 juillet 1999 suite à une crise cardiaque soudaine, mettant fin à la vie de l'un des dirigeants les plus marquants que le Maroc et le monde arabe aient connus au XXe siècle. Sa disparition a profondément touché aussi bien l'intérieur du pays que la scène internationale, comme en témoigne la forte présence de chefs d'État et de représentants de plus de 60 pays lors de ses funérailles. Cette affluence ne fut pas seulement un hommage à une figure royale, mais une reconnaissance claire du rôle central que Hassan II avait joué dans le façonnement des politiques régionales et internationales pendant plus de 3 décennies de règne. À sa mort, il fut remplacé par son fils Mohammed VI, qui hérita non seulement du trône, mais aussi de la lourde responsabilité de poursuivre le chemin tracé par son père. Ce passage ne représentait pas un simple changement de leadership, mais un transfert de responsabilité majeure nécessitant la continuation des réformes politiques, économiques et sociales entamées par Hassan II. Mohammed VI réussit à suivre cette voie, œuvrant pour le développement du royaume et son adaptation aux défis contemporains. L'héritage de Hassan II est lourd et multidimensionnel. Il a fondé un État moderne, cohérent, solidement ancré dans son unité nationale et sa stabilité politique, ce qui a permis au Maroc de résister aux transformations régionales et mondiales complexes. Il a également offert un modèle unique de gouvernance politique mêlant sagesse, rigueur et flexibilité. Un modèle auquel le royaume continue de se référer dans ses politiques actuelles. En conclusion, le roi Hassan II demeure une figure centrale de l'histoire contemporaine du Maroc. Il a su conjuguer habilement intelligence politique et stratégie militaire, menant le pays vers une trajectoire de développement politique et économique malgré les défis et turbulences rencontrés. Son héritage reste vivant dans la mémoire du Maroc moderne, en tant que symbole d'un leadership stable face aux grands enjeux. C'est ainsi que se termine cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines publications.